Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est un spécialiste du monde orthodoxe et du monde russe. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Prudence des Occidentaux sur l'origine du tir du missile en Pologne, alors que Zelensky a pointé la Russie et a appelé à agir. Moscou dénonce une provocation. Avant de parler de l'origine de ce tir, pour l'historien que vous êtes, comment vous qualifiez ce moment de l'histoire de la guerre ? Écoutez, vous vous souvenez, 1914, un assassinat rend toutes les grandes nations telles des somnambules qui vont de manière hallucinée vers la guerre, parce que cet événement oblige d'un coup les coalitions à se former, chacun doit prendre parti, et puis on va au front. Ça, c'est pour la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle commence en Pologne. Donc, évidemment, nous avons un peu tous ces souvenirs, toutes ces mémoires, et en fait, ce que ça nous montre, c'est que effectivement, un conflit généralisé est à la merci, en fait, d'un événement impondérable, lequel n'est pas forcément très significatif de la volonté de s'engager, mais précipite, en fait, l'affrontement. On comprend pourquoi toutes les chancelleries occidentales appellent à la prudence, mais pas le président ukrainien. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Malgré tout, il y a une hypothèse qui est davantage aujourd'hui évoquée. C'est celle d'un missile de fabrication russe, mais un missile antimissile, malgré tout, ukrainien. Comment cela fait-il que le président ukrainien, malgré tout, Jean-François Colosimo, pousse ainsi à agir ? Alors écoutez, d'abord d'une part, oui, il y a cette thèse, et puis il y a la thèse d'un drone iranien qui aurait perdu sa route. Dans tous les cas, ce qui semble assez évident, c'est que si Vladimir Poutine avait voulu étendre le conflit, il n'aurait pas procédé en prenant pour cible un tracteur et de pauvres paysans qui ont trouvé la mort dans ce dégât manifestement collatéral. Dans les deux cas, il s'agit d'un dégât collatéral, puisque les Ukrainiens, eux aussi, n'avaient aucun intérêt à étendre le conflit. Mais Zelensky, il est dans son rôle, n'est-ce pas ? Zelensky, ça fait maintenant 8 mois qu'il essaie de nous expliquer que ce conflit, c'est pas un conflit entre Poutine et lui, c'est un conflit qui concerne toute l'Europe. Alors, donc, c'est le syndrome, nous avions raison, nous l'avions dit. Poutine, en fait, est un belliciste qui ne va connaître aucune limite. Nous sommes sur la ligne de front. Demain, ça sera la Pologne, les pays baltes, la Hongrie. Et effectivement, les pays baltes, la Hongrie, la Pologne, et d'ailleurs on voit que la Hongrie, n'est-ce pas, se rapproche d'un coup de la Pologne alors que ça n'allait plus du tout entre les deux pays, bien que ce soit deux régimes populistes, hein, parce qu'effectivement c'était le différentiel russe. Mais là on reprend les positions en fait de 1989. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est au moment de la dislocation du bloc de l'Est. Ces pays sont entrés dans l'Europe pour entrer dans l'OTAN. Ces pays sont entrés dans l'Europe pour entrer dans l'OTAN afin d'avoir une forme de sécurité face à cette Russie qui a été pour eux l'URSS, l'Union soviétique, et avant qui a été l'Empire tsariste. Sécurité de la part de qui ? Par qui est-elle assurée aujourd'hui ? Par les Américains. Par les Américains. Par les Américains, parce que l'OTAN, c'est les Américains, n'est-ce pas ? Donc, de ce point de vue-là, on a eu un malentendu originel dans l'intégration de ces pays, c'est que nous, on pensait qu'ils avaient une aspiration à rejoindre, on va dire, le monde des valeurs libérales, tandis que eux, ils étaient dans un problème de reconstruction fortement identitaire, après, finalement, l'effacement de leur identité qu'avait causé le communisme. Et c'est pour ça que depuis, on voit bien qu'à Bruxelles, il y a sans arrêt des couacs entre ces deux parties de l'Europe. Là, comme c'est la guerre, ces couacs deviennent quasiment une déchirure. C'est vraiment deux conceptions qui s'affrontent. Et cet incident, évidemment, permet à Varsovie, à Budapest, à Vilnius, à Riga et bien sûr à Kiev de dire « mais vous voyez bien que vous avez été naïfs, je ne crois pas qu'on l'ait été, que vous avez été un peu des idiots utiles, vous les Français, les Allemands, etc. » Et puis c'est une manière, en fait, cet incident, il n'est pas fait pour changer le cours de la guerre, mais il est fait pour changer l'évolution de la paix. Ces pays nous disent « vous alliez peut-être faire une paix facile sur notre dos, vous devez compter avec nous, nous ne voulons pas d'une paix ou de négociation à nos dépens, et nous voulons que la Russie de Poutine disparaisse, soit gommée. On peut comprendre leurs craintes, mais on peut aussi comprendre que c'est impossible. On ne va pas gommer la Russie d'un trait de gomme sur une carte. Le véritable problème qu'il y a derrière, je pense, et dont la France, l'Élysée et le président Macron sont très très conscients, c'est que
si vous voulez, on a dit en 1989, miracle, cet empire qui a été le plus grand empire du monde s'est défait sans que ne coule une goutte de sang. Mmh. Regardez, les peuples ont retrouvé leur espace, leur liberté, leur territoire, leur indépendance. Peut-être que nous vivons un retard, ceux que nous n'avons pas vécu à ce moment-là. Rappelez-vous le- l'implosion de l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas? Ça a été un massacre, c'était dans les années 1990, immédiatement après d'ailleurs la chute du mur. Donc nous vivons en retardement en quelque sorte cette implosion, mais nous craignons une deuxième implosion consécutive à ce conflit qu'a déclenché Poutine. Il en est responsable, il doit payer pour ça. Mais regardez, les républiques musulmanes de la Fédération de Russie commencent à expliquer que ça n'est pas leur guerre. Pour eux, c'est une guerre entre ce qu'ils appellent Russes. C'est pas russe au sens ethnique ou au sens citoyen, c'est entre Slaves. Entre Slaves, tous chrétiens d'ailleurs. On veut nous mobiliser, dit-on, au Daghestan, etc., mais c'est pas notre guerre. Regardez les républiques d'Asie centrale, qui sont vraiment dans un état qu'on nomme chaotique, quasiment à se faire la guerre entre elles, avec des débats de frontières, en fait des débats de partage de richesses qui sont énormes. Et ces républiques, elles sont turcophones, donc la Turquie est là. Regardez la Chine qui lorgne sur la Sibérie comme espace vital, n'est-ce pas? Donc, allons-nous ouvrir la boîte de Pandore? Alors, le mot de Zelensky hier, c'est tout de suite, après il s'est rétracté, c'est une nouvelle escalade. Il répondait en fait à qui? À Joe Biden et à Emmanuel Macron qui disaient il faut rentrer désormais dans un processus de désescalade. Voilà. Mais il s'est rétracté probablement sous la pression des Bien Américains sûr, et du via les président pollueurs. qui a dit non, on ne va pas mettre le doigt dans cet engrenage Mais c'est aujourd'hui. assez simple. Alors regardez d'ailleurs, je veux dire, même les Polonais probablement ont été invités à cela. Ils invoquent l'article 4 de la charte de l'OTAN et pas l'article 5. Alors en deux mots, l'article 5, c'est tout pays Un qui pays est qui se sent agressé, menacé, oui, voilà, on va le défendre. peut Voilà. compter sur la défense collective immédiate, la riposte, les représailles. L'article 4, il dit un pays qui se sent menacé appelle les autres pays pour qu'il y ait une consultation générale. C'est là où on en est aujourd'hui. Alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que le G20 va devoir se prononcer, mais le G20, vous avez des puissances Avec un qui... communiqué final, Jean-François Colosimo, Oui, qui indiquera... qui- Qu'est-ce qu'il peut indiquer de plus que qui la indiquera situation? que tout ça est bien regrettable et Voilà. qu'il ne faut pas aller plus loin. D'autant plus que vous avez la Chine qui n'a pas condamné, vous avez l'Inde qui n'a pas condamné l'agression russe, l'agression du Kremlin, l'agression de Poutine. Donc, et puis après, vous avez l'OTAN. Mais l'OTAN, nous, on voit ça comme un club totalement européen, occidental, américano-européen. Non, il Il y y a a un la pays Turquie. qui pèse lourd, c'est la deuxième puissance Oui. de l'OTAN en termes au moins de troupes d'infanterie. Mhm. C'est la Turquie. Et voyez le jeu que joue la Turquie depuis le début de ce conflit, n'est-ce pas? C'est un jeu d'une ambiguïté totale. La Turquie s'impose, en fait, comme une sorte d'intermédiaire, mais en même temps, la Turquie arme les Ukrainiens. Entre-temps, la Turquie avait acheté des armes à la Russie, ce qui était incompatible. On en parle très peu de ce rôle double et trouble de la Turquie, qui est quand même un élément central de l'OTAN. On a l'impression que l'OTAN, ce n'est pas qu'une impression, ce ne sont que les Occidentaux et surtout les Américains, mais il y a aussi cette pression turque. Oui, et il y a une question intéressante. C'est pourquoi Russes et Ukrainiens préfèrent aller parler à Ankara plutôt qu'à Bruxelles. Vous avez la réponse quand vous posez la question. C'est que, d'abord, il y a eu des tas de guerres russo-ottomanes entre le XVIe siècle et le XIXe siècle. Il y en a eu une douzaine, mais à force de faire la guerre, on se connaît bien. Il y a des intérêts communs. Il y a le Caucase derrière avec l'Arménie, ne l'oublions pas, et la Géorgie, n'est-ce pas? Et donc ça aussi, c'est l'Arménie, la Géorgie, mais ce sont aussi les routes de l'énergie. Et puis il y a tout simplement le fait, je vais vous dire, qu'ils partagent la même culture. Culture impériale, culture de l'Est, culture de pays où le facteur religieux compte beaucoup, et culture aussi où on peut se prendre à la gorge autour de la table sans que ça choque, parce que ça fait partie des mœurs. Et à la fin, peut-être négocier compris quelque pour les chose. Ukrainiens. Exactement. On va parler Ouais. justement de la mosaïque religieuse. Vous y avez consacré de nombreux ouvrages. C'est passionnant aussi de voir cela et d'expliquer cette guerre à travers le prisme religieux. Une question sur la stratégie de Poutine, Jean-François Colosimo. Si tu ne peux pas gagner la guerre, rends-la insupportable, invivable pour ton Oui. adversaire en bombardant des centrales électriques et les réseaux de chauffage urbain. C'est la stratégie actuelle, Oui, la parce que terre gelée plutôt que la terre brûlée.
La vraie nouvelle d'hier, enfin, c'est pas la vraie nouvelle, évidemment, cet incident compte pour beaucoup parce que il redistribue les cartes diplomatiques, n'est-ce pas? Et il oblige finalement à réviser un peu à la baisse l'espoir d'une négociation rapide. Mais sinon, à part ça, la nouvelle d'hier, c'est la centaine de missiles qui ont frappé l'Ukraine. Pourquoi? Pour Et amener pas sur les positions militaires, mais qui ont frappé des centrales. bien sûr, avec des dizaines probablement de Ouais. civils morts, Mhm. etc. C'est pour amener l'Ukraine à l'âge de pierre avant l'hiver. Dans le noir et le froid de l'hiver. Voilà. Et là, de ce point de vue-là, Poutine continue sa guerre, ou plutôt il continue son effort de guerre pour arriver probablement à la table de négociation dans une position de force. Quelles peuvent être ces négociations, encore une fois? La démilitarisation et l'intervention de forces internationales dans les républiques annexées, avec une promesse de référendum à l'échéance de 3 à 5 ans. Évidemment, l'épine va rester la Crimée parce que les Russes ne voudront jamais Jamais. céder la Crimée. Mhm. Alors, contrairement à ce qu'on dit un peu partout, ils ont quand même quelques raisons historiques. Ils ont aussi quelques raisons ethno... enfin, des raisons de population. La Crimée est beaucoup plus russophone, etc. Et puis ils ont surtout, on le sait bien, une raison stratégique. Sans la Crimée, la Russie, elle est totalement fermée à- à toute ouverture maritime. Donc Il cela, faut passer par le pôle pour rejoindre n'importe quelle ça ne mer. sera pas sur la table des négociations pour les Russes. Que reste-t-il? Si, on mettra tout sur la table de négociation, mais les Russes demanderont la neutralité de l'Ukraine. Enfin, comment on va expliquer aux Ukrainiens qui se sont véritablement forgés une nation indépendante, une nation unie, solidaire, une nation en armes dans la guerre? On va leur dire maintenant, écoutez les gars, vous allez être neutres, etc. Ils vont dire, mais vous voyez bien, et c'était l'histoire du drone ou de l'antimissile, ils vont dire non, ça ne suffit pas. Mais, Nous ne sommes pas en sécurité. mais Jean-François Colosimo, est-ce que Poutine a admis aujourd'hui qu'il ne remportera pas, en tous les cas pas à court terme, mais peut-être même pas à moyen terme, une bataille militaire franche sur le terrain? Est-ce qu'il l'a admis? Est-ce que même son aile, dont on qualifie qu'elle est vraiment de droite nationaliste, qui le pousse à aller plus loin, l'a admis aussi? Oui, je crois que le repli, partir de Kherson, c'était véritablement nécessaire. Il était impossible. Tous les experts militaires du monde entier, pro-russes, anti-russes, se moquant des Russes, etc. C'était un fait objectif, c'est que vous ne pouvez pas tenir une ville qu'il vous faut ravitailler en traversant un fleuve, alors qu'il n'y a plus de pont pour, pour traverser ce fleuve. Donc, c'est-à-dire, donc, vous condamnez finalement à une très longue bataille que vous allez perdre nécessairement. Mais immédiatement, vous l'avez bien vu, il a dit la guerre continue et je frappe en profondeur, je frappe le pays, je frappe les civils, je frappe les infrastructures, non seulement militaires, mais aussi énergétiques, etc. Donc la guerre continue pour lui, évidemment. La guerre, elle continue avec le prisme religieux, ethnique. Vous l'avez dit dans votre livre, on va rappeler le titre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion en Europe. Pour conclure, Jean-François Colosimo, et c'est l'essentiel, l'Ukraine est au cœur d'un authentique conflit théologique. Oui. Elle a constitué, comme vous le dites, l'un des nœuds maximaux de la confrontation entre les mondes catholiques et orthodoxes. Si on ne comprend pas cela, on ne comprend pas aussi le conflit. On ne comprend pas qu'en fait, la fracture entre les deux Europes, elle dure depuis 1000 ans. Que nous avons fait des États-nations et que de l'autre côté, ils ont fait des églises-nations. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de Des l'Ukraine, églises-nations. mais c'est le cas aussi de la Pologne. Expliquez-nous, des églises-nations. C'est le facteur religieux qui a déterminé la vie nationale. C'est lui le référent absolu. C'est le cas encore en Pologne aujourd'hui. Regardez la force de l'Église. Donc c'est pas une spécificité forcément orthodoxe, c'est une spécificité de l'Est. Nous nous sommes sécularisés. Eux, après la chute du communisme, ils ont voulu se réidentariser. Et chez eux, l'identité, c'est la confession de foi. C'est ça qui a fait l'histoire, c'est ça qu'on a survécu aux Turcs, aux Russes d'un côté, etc. C'est ça qui a fait qu'on est resté un peuple, c'est ça qui fait qu'on a un avenir, même si on ne va pas trop à l'église, c'est pas la question. Et là, on a une véritable fracture, elle se fait ressentir jusque dans les discussions à Bruxelles sur les questions de mœurs, sur les questions d'organisation politique, sur les questions des libertés, etc., etc., etc. Merci Jean-François Colosimo. Passionnant de vous écouter ce matin à l'aune de l'actualité. Il y a aussi le regard de l'historien. Merci d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions. Merci.